Donc l'exercice 9, on a R3 muni du produit scalaire usuel. Donc comme je l'ai dit et on m'a reposé la question hier, effectivement, produit scalaire usuel, donc dans R3, ça veut dire qu'à x, y, z et à x', y', z', deux éléments de R3, on associe x, x' plus y, y' plus z, z'. Et j'ai peut-être dit qu'il n'y a pas d'autres produits scalaires usuels. Ici, il y en a quand même un qu'on utilise. Alors, on va peut-être pas dire qu'il est usuel, mais en tout cas celui qu'on utilise le plus pour les matrices. C'est le produit scalaire entre deux matrices grand A et grand B est défini par trace de A transposé B ou bien trace de A fois B transposé. Bon, en général, on prend plutôt A transposé B. Voilà, il n'est pas forcément usuel, mais c'est vraiment le produit scalaire le plus utilisé sur les matrices. Je fais une petite aparté par rapport au cours de l'année prochaine. Un espace vectoriel, enfin plutôt, quand on a un produit scalaire, on a une norme, on construit une norme grâce au produit scalaire, ça on l'a vu cette année. Et donc un espace vectoriel qui est muni d'un produit scalaire qui est de dimension finie sur R, c'est donc ce qu'on appelle un espace vectoriel euclidien, ça on l'a vu cette année. Donc un espace vectoriel euclidien, un espace vectoriel de dimension finie, réel, et muni d'un produit scalaire. Mais on peut avoir simplement, non pas un espace vectoriel défini sur R, mais peut-être sur C, il n'est pas forcément de dimension finie, mais il peut être muni, donc s'il y a un produit scalaire, il y a une norme, et donc il peut être muni d'une norme. Et donc un espace vectoriel muni d'une norme, c'est ce qu'on appelle un espace vectoriel normé. Et parmi les espaces vectoriels normés, donc ici on a bien un espace vectoriel normé, puisqu'on a un produit scalaire, donc on a une norme sur R3. Donc on a une norme pour chaque vecteur, chaque vecteur on peut le normer. Et donc ce qui est particulier, c'est les espaces vectoriels de dimension finie, comme c'est le cas ici. Et donc on parlera dans ces cas-là d'équivalence de normes. C'est-à-dire que ça c'est une propriété, l'équivalence de normes, une propriété des normes dans les espaces vectoriels de dimension finie. Alors propriété qu'on peut trouver parfois dans certains espaces vectoriels de dimension infinie avec certaines normes, mais propriété qui dit, pour le dire simplement, dit que en fait, quand on a une norme d'un vecteur, eh bien, à une constante près, elle est majorée par n'importe quelle autre norme. Et donc en fait, toute norme a une constante près majeure une autre norme. Ce qui fait que quand on a une norme dans un espace vectoriel de dimension finie, eh bien, qu'on en ait une ou qu'on en ait une seconde, au niveau des calculs, ça changera un petit peu, mais au niveau des résultats, enfin, il y a beaucoup de résultats pour lesquels, en fait, qu'on utilise une norme ou qu'on utilise une autre, le résultat sera indépendant de la norme utilisée. Donc voilà, je vous donne quelques indices là, quelques idées de choses qui seront étudiées en spé. Alors pour revenir à notre exercice, donc on demande la matrice de la projection orthogonale sur le plan d'équation x plus y moins 2z. Donc ici, comme on a une projection sur un plan, donc très clairement le plan, on peut le considérer comme le noyau de l'application linéaire, de la forme linéaire plutôt non nulle, définie sur R3 à valeur dans R, et cette forme linéaire à x, y, z, elle associe x plus y moins 2z. Et donc le noyau de cette forme linéaire, c'est l'ensemble des vecteurs qui annulent la forme linéaire, et donc c'est exactement donc le fameux plan dont on parle ici. Alors le plan que j'ai nommé P tout simplement sur la figure en dessous, voilà. C'est une projection orthogonale. Ça signifie qu'on n'a pas besoin ici de préciser la projection parallèlement à quoi est-ce qu'elle est faite. C'est le mot orthogonal qui répond à la question. La projection est faite parallèlement à l'orthogonale de ce plan. Voilà, donc on a une projection sur ce plan parallèlement à l'orthogonale de ce plan, et donc nous on veut la matrice de cette projection, et on veut la matrice dans la base canonique. Donc j'ai nommé la base canonique, B indice C pour canonique, donc 1, 0, 0, enfin voilà, pas de changement. J'ai renommé E1, E2, E3 parce que c'est un peu plus pratique. Et puis, donc, puisqu'on va effectuer donc, une projection sur le plan P, parallèlement à l'orthogonale de P,
Donc le plan, on a vu comme c'était le noyau d'une forme linéaire, c'est un hyperplan de l'espace, il est donc de dimension 2. Et comme on travaille sur un espace de dimension 3, l'orthogonale d'un espace de dimension 2 est de dimension 3 moins 2, donc est de dimension 1. Donc l'orthogonale de P, P orthogonale, est de dimension 1. Donc pour avoir une base de l'orthogonale de P, il suffit d'avoir un vecteur non nul de cette orthogonale. Et là, je réutilise les notions que vous avez vues en terminale auparavant. Si vous avez l'équation d'un plan dans l'espace, eh bien le vecteur de coordonnées 1, 1 et moins 2 va fournir donc un vecteur non nul de l'orthogonale du plan, donc ce que vous appeliez un vecteur normal au plan. Donc c'est pour ça que je l'appelle petit n, on dit aussi un vecteur normal, donc un vecteur orthogonal à tous les vecteurs du plan. Donc là, on retrouve des notions de terminale. Alors, donc il s'agit de déterminer la matrice de cette projection orthogonale. Donc il faut calculer, pour avoir la matrice de la projection orthogonale, l'image par cette projection du vecteur E1, puis après du vecteur E2, puis du vecteur E3, ce seront les mêmes types de calculs. Donc pour calculer le projeté de E1 sur l'orthogonale de P. Donc là je reprends la figure que j'avais un peu présentée hier. On a un certain vecteur E1, on va projeter sur un plan P et on veut le projeter orthogonal, donc on veut le vecteur en orange ici, le projeter du vecteur E1 sur le plan P. Et donc, comme je le disais hier, plutôt que de projeter sur un plan qui est en dimension 2, l'idée c'est de passer par le vecteur ici représenté en rouge, qui est le projeté de E1 sur l'orthogonale de P, parce qu'on sait, d'après le théorème de Pythagore, enfin non, c'est pas le théorème de Pythagore, mais par des égalités, on sait ensuite que le projeté de P sur E1, donc le vecteur ici en orange, est donc égal alors que je ne dis pas de bêtises dans l'ordre, au vecteur projeté, non, celui en orange, pardon, c'est le vecteur E1 moins le projeté de E1 sur l'orthogonale de P. Donc le vecteur en bleu moins celui en rouge. Donc en fait, une fois qu'on a le projeté en rouge de P sur l'orthogonale de E1, par soustraction, on va trouver le projeté de P sur E1. Voilà, alors donc on va calculer ce projeté de P sur l'orthogonale de E1 parce que c'est plus simple. Donc pour calculer le projeté de P sur l'orthogonale de E1, eh bien puisqu'on a un vecteur n qui est un vecteur directeur de l'orthogonale de P, et donc ce projeté est donc dirigé par n. Pour obtenir sa norme, il faut donc calculer E1 scalaire n, et comme n intervient deux fois, il ne faut pas que la norme de n influe sur le résultat du projeté. Donc on divise par la norme de n au carré. Ce qui revient à faire en fait E1 scalaire n sur norme de n dirigé par n sur norme de n. Et n sur norme de n est un vecteur unitaire. Donc si on écrit plutôt E1 scalaire n sur norme de n dirigé par n sur norme de n, on est plus en train de décrire la décomposition d'un vecteur dans une base orthonormée, comme ça a été vu dans le cours. Donc voilà, j'ai présenté les calculs ensuite. Donc le vecteur E1 est ici, le vecteur n est là, on divise par la norme de n au carré, et on dirige le tout par n. Donc le calcul donne 1/6 de n, et donc la projection de P sur E1, donc le vecteur en orange est donc égal à E1 moins son projeté sur l'orthogonale de P, donc E1 moins 1/6 de n. Alors le n c'est toujours le même, c'est 1, 1, moins 2, et donc on trouve 5/6, moins 1/6 et 1/3. Alors Tani, oui, tu as une question? Oui, juste je comprends pas bien pourquoi n il est orthogonal à P. Alors pourquoi est-ce que n est orthogonal à P? Alors j'ai envie de dire, déjà c'est quelque chose que tu as utilisé normalement en terminale, c'est-à-dire que quand tu as l'équation d'un plan comme ceci, eh bien le vecteur obtenu en prenant les coordonnées de l'équation du plan, donc ici 1 pour x, 1 pour y et moins 2 pour z, donc 1, 1, moins 2 est dans l'orthogonale de P. Donc ça normalement ça a été vu en terminale. Maintenant j'ai une autre explication, parce qu'elle peut ne pas te suffire, parce qu'en terminale on t'a dit bah c'est comme ça, et puis tu as dit oui parce que le prof l'avait dit.
Et ça marchait comme ça à l'époque. Et donc maintenant une explication un peu plus rationnelle. Eh bien, si tu prends un vecteur de R3 quelconque x, y, z, et que tu calcules x, y, z scalaire 1, 1, moins 2. Donc si tu calcules x, y, z scalaire 1, 1, moins 2, eh bien ça va te donner exactement, voilà, x plus y moins 2z. Et donc dire que le produit scalaire est nul, ça équivaut à dire que le vecteur x, y, z est orthogonal au vecteur 1, 1, moins 2. Merci. Voilà, donc on retrouve comme ceci, hein, c'est vraiment l'équation ici. En fait, on peut écrire par équivalence un vecteur x, y, z de R3 est orthogonal à n si et seulement si x plus y moins 2z égale 0, et un vecteur est orthogonal à n si et seulement si il est dans l'orthogonale de l'espace engendré par n, donc il est dans l'orthogonale de P orthogonale, et l'orthogonale de P orthogonale, c'est l'orthogonale de P, c'est donc P. Donc si et seulement si ce vecteur est dans P. Voilà, alors après j'ai fait les calculs évidemment, hein. On fait les calculs pour les deux autres vecteurs de la base canonique, donc le vecteur E2, donc le projeté c'est pareil, je projette d'abord sur l'orthogonale de P, donc E2 scalaire n dirigé par n, et on divise par la norme de n au carré pour ne pas faire apparaître pour que la norme de n n'influe pas sur le résultat. Donc les calculs je les ai mis ici, le résultat du quotient des produits scalaires, c'est encore un sixième. Et ensuite, donc, pour avoir le projeté de E2 sur le plan P, donc il faut au vecteur E2 soustraire son projeté sur P orthogonal. Et donc on va trouver donc, le résultat ici, moins un sixième, 5 sixièmes, 1 tiers. Et puis c'est exactement la même chose pour le vecteur E3, c'est exactement la même idée. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien, on n'a plus qu'à écrire la matrice de la projection sur... pourquoi j'ai mis F ici? Non, c'est P sur P sur P, c'est sur P, pas sur F, je sais pas pourquoi j'ai mis F. Non, il n'y a pas de raison. Je regardais sur mon clavier, sur les touches, PF étaient l'une à côté de l'autre, mais non, c'est juste que j'ai confondu. Donc c'est la projection sur P, projection orthogonale. C'est donc la matrice de cette projection orthogonale dans la base canonique. Et donc la matrice de cette projection orthogonale dans la base canonique, eh bien, pour l'écrire, hein, donc on met en première colonne l'image ou les coefficients, les composantes de l'image du premier vecteur de la base canonique, ici, voilà, ici, par rapport à la base canonique, puisque ici on travaille que dans une base, et donc dans la base canonique, ce vecteur-ci a donc pour coefficient 5 sixièmes moins 1 sixième, 1 tiers, et donc si on met un sixième en facteur, donc 5 moins 1 et 2. Et puis c'est évidemment exactement la même chose sur les deux autres colonnes. Alors une fois qu'on a la projection de cette matrice, la matrice de cette projection orthogonale, on veut calculer la distance d'un vecteur à un plan. Donc la distance d'un vecteur à un plan, ici. Donc l'idée c'est un petit peu, je suis descendu parce qu'on a la deuxième figure un petit peu plus bas ici. Donc vous imaginez que le vecteur E1 en fait là c'est le vecteur V en fait. Et donc si le vecteur E1 c'est le vecteur V de la question 2, qu'est-ce que c'est que la distance du vecteur V au plan? Eh bien on l'avait vu, hein, c'est la norme du vecteur ici représentée en rouge. Donc la norme du projeté de V sur l'orthogonale du plan. Et donc c'est pour ça que j'ai calculé la différence ici entre le vecteur V, donc représentable ici en bleu, moins son projeté sur P, puisque le vecteur en rouge est égal au vecteur en bleu moins le vecteur en orange, pour dire les choses très simplement. Donc le vecteur projeté de V sur l'orthogonale de P, c'est sa norme qui nous intéresse. La norme de ce vecteur c'est elle qui, par définition, représente la distance du vecteur V au plan P. Et donc ce vecteur ici est donc égal à la différence entre le vecteur V et le projeté de V sur P. Décidément, alors là j'ai mis B, c'est P,
Je ne sais pas pourquoi. Alors PF, non, à chaque fois c'est P projeté sur P. Voilà. J'ai des petits soucis avec mes indices. Alors comment calcule-t-on le projeté du vecteur V sur le plan P? Eh bien, puisque on a la matrice de la projection, c'était la première question, justement dans ces cas-là, il faut absolument utiliser, une fois que vous avez la matrice d'un odomorphisme, il faut absolument utiliser cette matrice pour faire les calculs. Donc le projeté de V sur le plan P, non pas sur B, c'est donc la matrice de la projection multipliée à droite par le vecteur. Tout ceci, aussi bien le vecteur que la matrice, sont exprimés dans la même base, c'est la base B. Donc tous les calculs ici, la base canonique, et donc tous les calculs ici sont effectués dans la base canonique. C'est la matrice de la projection dans la base canonique, c'est le vecteur donné dans la base canonique. Donc on trouve le vecteur 1,5, 3, 5, 4, enfin 1,5 de fois 3, 5, 4. Donc ça c'est le vecteur représenté en orange qui est donc le projeté de V sur le plan P. Et donc le vecteur qui nous intéresse nous, c'est le vecteur différence entre V et son projeté sur P, donc qui est donc le vecteur projeté, celui-ci, de V sur l'orthogonale de P, représenté en rouge ci-dessous. Donc sa norme est donc égale à la norme, enfin la norme de la différence entre V, donc 1, 2, 3, et puis ce qu'on vient de trouver, 1,5 de 3, 5, 4. Donc ça donne la norme de 1,5 de moins 1, moins 1, 2. Le 1,5 sort de la norme, il ne reste plus qu'à calculer la norme de moins 1, 2, qui est donc égale à 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. J'ai fait une bêtise là, non plus 4. Non, pas plus 4, c'est 6, non en fait. J'ai dû faire une bêtise ici, tiens. Donc ça doit être 1,5 de racine de 6. Donc enfin racine de 6 sur 2. Bon, ok. Donc c'est pas 1, hein, c'est racine de 6 sur 2. Deuxième petite chose là à corriger. Voilà. Alors, ensuite, pour la question 3, donc petit 3, cette fois-ci, on va généraliser. Donc, on a un vecteur n non nul de coordonnées ABC, et donc on veut déterminer la matrice de la projection dans la base canonique de la projection orthogonale sur le plan orthogonal à Rn. Donc, c'est-à-dire que à nouveau, on a un vecteur n ici, donc de coordonnées ABC. Le plan qui est l'orthogonale de Rn, c'est donc le plan d'équation ax plus by plus cz égale 0. Et donc il faut généraliser les choses avec donc, le vecteur orthogonal. Donc j'ai fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va commencer par projeter sur l'orthogonale du plan P. Donc l'orthogonale de P, c'est Rn en fait, hein. Donc on projette E1, le premier vecteur de la base canonique, sur l'orthogonale de P. C'est donc E1 scalaire n sur norme de n au carré dirigé par n. E1, 1, 0, 0. Le vecteur n a pour coordonnée ABC et donc sur ABC au carré. Donc dirigé par n, donc ça nous donne tout simplement A sur A carré plus B carré plus C carré dirigé par n. On fait pareil, on calcule le projeté de 2 sur l'orthogonale de P, puis le projeté de 3 sur l'orthogonale de P. Une fois qu'on a calculé les projetés orthogonaux sur l'orthogonale de P, c'est des vecteurs E1, E2, E3, donc qui correspondent aux vecteurs en rouge ici. On va calculer ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les projetés sur P. Donc, à nouveau, on les obtient en faisant la différence. Le vecteur moins son projeté sur l'orthogonale de P. Donc, pour le projeté de E1 sur P, c'est donc E1 moins son projeté sur l'orthogonale de P. C'est donc 1, 0, 0, moins ce qu'on a trouvé ici, j'arrive pas à l'encadrer au-dessus, enfin voilà. Et donc on va trouver 1 moins A2 sur A2 plus B2 plus C2. Alors on pourrait simplifier en B2 plus C2 sur A2 plus B2 plus C2. Et puis donc moins AB et moins AC sur à chaque fois A2 plus B2 plus C2. On fait pareil pour les deux autres vecteurs. Donc on a clairement une expression simplifiée pour la matrice en factorisant par 1 sur A carré plus B carré plus C carré. Et donc le premier projeté, donc comme je le disais ici, on met tout au même dénominateur, et donc il va rester
B2 plus C2. Donc B2 plus C2. Et puis la deuxième coordonnée, c'est donc, je suis ici, voilà, moins AB. Et la troisième coordonnée, je suis ici, c'est moins AC pour l'image du premier vecteur de la base canonique. On fait pareil avec le deuxième vecteur de la base canonique, le troisième vecteur de la base canonique, et donc on a la matrice de la projection sur P, décidément c'est pas F, c'est P, dans la base canonique. Donc voilà l'expression générale pour un plan P d'équation quelconque, AX plus BY plus CZ égale 0. Il faut pas connaître ça, hein, mais voilà, ça ressemble à ça. Vous remarquez que c'est une matrice symétrique au passage. Alors ensuite, donner l'expression de la distance d'un vecteur V à ce plan. Donc au plan d'équation AX plus BY plus CZ. Donc la distance, comme je l'ai dit dans la question 2, je crois, ou 3, je ne sais plus, c'est donc à nouveau la norme du projeté de V sur l'orthogonale du plan. Et le projeté de V sur l'orthogonale du plan est égal à V moins le projeté de V sur le plan. Donc à nouveau, là, c'est pas F, c'est P. On projette sur le plan. Donc, on va calculer le projeté de V sur le plan. Comme on a la matrice de la projection, eh bien, le projeté de V sur le plan, on va l'obtenir en faisant le produit matriciel. Alors, voilà, j'ai un peu exagéré ici parce qu'à gauche, c'est un vecteur, puis à droite, c'est des matrices. Mais donc, le projeté de V sur le plan, toujours pas sur F, hein, mais c'est sur le plan, est obtenu en effectuant le produit matriciel, matrice de la projection, fois coordonnées du vecteur V, donc alpha, bêta, gamma. On obtient le résultat, pas très sympathique, qui est ici à droite. Et donc, si on effectue la différence V moins son projeté sur le plan, V moins le projeté sur le plan, donc cette différence ici, c'est donc ce qu'on veut obtenir, c'est-à-dire le projeté de V sur l'orthogonale du plan. Et bien cette différence, donc, c'est la matrice qui est ici. Donc, bon, bah, faut se battre avec les calculs. Hein. Donc attention, c'est bien des plus. Hein. C'est une matrice qui est grosse là comme ça. Mais attention, il y a bien des plus au milieu. Hein. De même ici, donc ce sont bien des matrices colonnes avec 3 lignes, une colonne et 3 lignes. Donc le vecteur V, c'est alpha, bêta, gamma, moins ce qui est donné ici à droite. Donc c'est un petit peu moche. Hein. Et donc en laissant la factorisation par 1 sur A2 plus B2 plus C2, on a quand même une expression un petit peu plus symétrique ici. Donc alpha A carré plus AB bêta plus AC gamma. Et puis pareil, même type d'expression pour la deuxième ligne et même type d'expression pour la troisième ligne, donc la troisième coordonnée de se projeter sur l'orthogonale de P. Et donc nous, une fois qu'on a ce vecteur projeté de V sur l'orthogonale de P, on calcule sa norme, c'est donc la norme du vecteur qui est ici. Donc on sort la valeur absolue, mais c'est positif, donc on sort le 1 sur A2 plus B2 plus C2, et donc la norme, c'est donc la racine carrée de la première coordonnée au carré, plus la deuxième coordonnée au carré, plus la troisième coordonnée au carré. Alors tout ceci est relativement affreux, mais on voit apparaître du A partout sur l'expression qui est ici. Donc on peut factoriser par A carré, et donc on a un A carré en facteur d'une expression là, un B carré en facteur de la même expression, et un C carré en facteur de la même expression. Donc on factorise par cette fameuse expression entre parenthèses ici, alpha A plus bêta B plus gamma C, facteur de A carré plus B carré plus C carré, mais comme c'est la racine d'un produit, c'est le produit des racines, et donc on va donc avoir au numérateur racine de A carré plus B carré plus C carré, fois racine de alpha A plus bêta B plus gamma C au carré. Et donc le racine de A carré plus B carré plus C carré sur A carré plus B carré plus C carré va donner, en simplifiant, au dénominateur racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. Quant à la racine carrée de ce terme-là au carré, c'est donc sa valeur absolue, et donc c'est la valeur absolue de alpha A plus bêta B plus gamma C. Expression que, normalement, il me semble, qui était au programme de terminale encore, voilà, donc, alors je sais que certains ont quasiment pas fait de géométrie dans l'espace, voire pas du tout, donc évidemment,
Dans ce cas-là, vous ne l'avez pas vu, mais je suis certain que certains d'entre vous au moins l'ont rencontré. Donc c'est une expression classique, connue, c'est-à-dire hein, la distance d'un vecteur à un plan. Un plan donc d'équation ax plus by plus cz égale 0. Et donc cette distance, cette expression-là est une expression assez connue. Voilà. Qu'il est bon de pas forcément connaître par cœur, mais quoique, enfin, en tout cas de savoir la reconnaître. De savoir qu'il faut arriver sur quelque chose comme ça. Alors, une dernière remarque, donc c'est la même expression, hein, enfin deux dernières remarques, c'est la même expression pour la distance d'un point à un plan, c'est exactement cette expression-ci, puisqu'on peut considérer que le point en fait est, pardon, je remonte sur le dessin, c'est la distance d'un point à un plan, le point c'est l'extrémité du vecteur, ici E1 ou V, peu importe, et donc la distance c'est toujours la norme du vecteur en rouge ici. Donc cette expression encadrée ici, c'est aussi la distance d'un point à un plan. Et dernière remarque, donc, si le point appartient au plan, ça veut dire que le point de coordonnées alpha, bêta, gamma appartient au plan, et bien dans ces cas-là, on a alpha A plus bêta B plus gamma C égale 0. Puisque c'est l'équation du plan. AX plus BY plus CZ égale 0, c'est l'équation du plan. Donc si X, Y et Z valent respectivement alpha, bêta, gamma, dans ces cas-là, eh bien... A alpha plus B bêta plus C gamma, ça vaut 0, si le point appartient au plan. Donc le numérateur est nul si le point appartient au plan, ce qui veut donc dire que la distance est nulle si et seulement si d'ailleurs le point appartient au plan. Et donc c'est rassurant de se dire que la distance d'un point à un plan est nulle si et seulement si le point appartient au plan. Ou de même, la distance d'un vecteur à un plan est nulle si et seulement si le vecteur appartient au plan. Voilà pour cet exercice 9, riche, calculatoire, mais pas mal de choses à l'intérieur. Donc si on passe pas effectivement par la projection sur l'orthogonale de P, mais si on projette directement le vecteur E1 sur le plan P. Donc d'abord dans le cas particulier où le plan P a pour vecteur normal le vecteur n de coordonnées 1, 1, moins 2. Donc dans ces cas-là, par rapport aux calculs qui sont faits ici, les trois calculs identiques, déjà la deuxième partie ne sera pas nécessaire puisque on ne passe pas par un vecteur intermédiaire, on va directement avoir le projeté ici représenté en orange. Donc déjà il y aura un seul calcul à effectuer. Le résultat de ce calcul doit être, pour le vecteur E1, évidemment 5 sixièmes moins 1 sixième et 1 tiers. Et le calcul, donc on va écrire ici le projeté, non pas sur P orthogonal, mais sur P du vecteur E1, est donc égal à E1. Alors, E1 scalaire quoi? Alors, d'accord, donc il nous faut deux vecteurs du plan. Donc je propose, j'écris en même temps très doucement, donc je propose comme vecteur du plan les vecteurs de coordonnées 1, moins 1, 0, ça c'est un vecteur du plan, et puis le vecteur de coordonnées, 2, 0, 1. Donc ce sont deux vecteurs du plan, 1, moins 1, 0, 2, 0, 1. Ces deux vecteurs sont non collinéaires, donc ils forment une famille libre, donc une base du plan P. Ce ne sont pas des vecteurs normaux. Et donc ces deux vecteurs vont nous permettre d'avoir le projeté de E1 sur le plan. Et donc ce projeté de E1 sur le plan, donc c'est la même chose que ça, mais sans l'orthogonale ici. Ça va donc être égal à E1 scalaire 1 moins 1, 0, dirigé par 1 moins 1, 0, sur 1 moins 1, 0, scalaire 1 moins 1, 0, plus E1 scalaire, donc 2, 0, 1, dirigé par 2, 0, 1, divisé par norme de 2, 0, 1 au carré. Donc c'est-à-dire divisé par 2, 0, 1, scalaire 2, 0, 1. Voilà, et puis je donne le deuxième vecteur au cas où, donc pour avoir le projeté de E2 sur le plan P, on va donc effectuer le calcul. E2 scalaire 1 moins 1, 0, divisé par
1 moins 1 0 scalaire 1 moins 1 0, le tout dirigé par 1 moins 1 0, plus E2 scalaire 2 0 1 dirigé par 2 0 1 et divisé par 2 0 1 scalaire 2 0 1. Voilà, et évidemment pour le deuxième, on doit trouver la même chose qu'ici, et puis pareil pour le troisième. Ça va comme ça? Et on est sûr que cette base est orthogonale ou pas? Ou orthonormale? Alors, non, 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 non. La base que j'ai donnée n'est ni orthogonale ni orthonormale. C'est pour ça que, donc, de toute façon, la notion d'orthogonalité ici n'est pas nécessaire, puisque pour projeter sur une base, il faut projeter dans deux directions. Donc en fait, on a une base on a une base de ce plan, 1, moins 1, 0 et 2, 0, 1. Et donc alors attends, ah oui. Donc en fait, pour projeter donc ici, il suffit d'avoir ces projetés dans la direction de ces deux vecteurs. Donc en fait, on projette sur une direction et puis on projette sur une autre direction. Alors, on avait fait ça dans quel exercice je sais plus dans quel exercice on avait fait ça. Je vais avoir du mal à retrouver comme ça directement. Je suis en train de remonter. Enfin, vous devez voir de toute façon. Non, j'avoue que ça me revient pas ici. Mais non, non, on n'a pas nécessité d'avoir une base orthonormale ici pour projeter sur le plan. Et parce que dans la définition de l'expression du projeté orthogonal, il y a soit E1, E2, EP, une base orthonormale. Alors, ah oui, alors. C'est du plan P là. Oui, alors dans ces cas-là, si on a une base orthonormale, alors donc la base que j'ai proposée là, 1, moins 1, 0, 2, 0, 1, n'est pas orthogonale, c'est assez facile à faire, à vérifier. Donc le produit scalaire entre ces deux vecteurs-là va donner 2, donc le produit scalaire n'est pas nul, donc c'est pas une base orthonormale, orthogonale déjà. Mais le cours donne l'expression dans le cas où on a une base orthonormale. Donc l'intérêt d'avoir une base orthonormale, c'est que dans ces cas-là, l'expression du projeté est beaucoup plus simple. L'expression du projeté, si on avait une base, alors on va l'appeler B1 et B2 pour deux vecteurs de P qui formeraient une base orthonormale. Donc si B1, B2 est une base orthonormale de P, dans ces cas-là, l'expression du projeté ici de P, le projeté de E1 sur P, serait dans ces cas-là, et bien tout simplement E1 scalaire B1 dirigé par B1 plus E1 scalaire B2 dirigé par B2. Donc l'expression serait encore plus simple, il n'y aurait pas à diviser par des normes dans l'expression, et la notion d'orthogonalité la seule différence avec le fait qu'on a l'orthogonalité avec la base B1, B2 dont je viens de parler en dernier lieu, fait que la décomposition elle est obtenue comme un certain nombre de fois B1 plus un certain nombre de fois B2, donc la décomposition de ce projeté est donnée sur une base orthogonale et même sur une base orthonormale. Mais ce n'est pas nécessaire, nous on veut juste le projeter. D'accord. Voilà. Okay. Je repère parce que ça n'avait pas abouti au même résultat. Mais d'accord, bon bah j'enverrai. J'avais orthogonalisé, puis orthonormalisé une base que j'avais choisie. Oui. Et après j'avais projeté dessus. D'accord. Mais et du coup après j'utilisais bien l'expression du cours du projeté.
Bon, ok. Enfin, du coup, il doit y avoir des erreurs de calcul ou alors, enfin, du coup, j'avais pas bien compris. Bah, ce que je propose de faire dans ces cas-là, alors je ne vais pas tout refaire comme ça, mais ce que je veux bien faire, c'est pour un vecteur, donc par exemple pour le vecteur E1, puis après vous généraliserez, ce que je vais faire, c'est pour le vecteur E1, je vais faire le calcul dans ces cas-là avec la projection sur P, sans passer par l'orthogonale de P. Dans une base, donc dans la base que j'ai donnée, là, 1, moins 1, 0. Et puis après, je le ferai en orthonormalisant la base de P qu'on se donne. Et puis, et je referai le calcul après orthonormalisation de la base de P. D'accord, merci monsieur. Voilà, donc je vous enverrai ça comme ça. Voilà. Alors après, bon, bah, évidemment, vous appliquerez la même chose à E2, à E3. Et puis après, donc, bah, il faudra, si vous voulez généraliser, refaire la même chose avec le vecteur n. Donc là, c'est un peu plus compliqué avec ABC si on vraiment veut généraliser, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Non? Alors, donc on va passer à l'exercice 10. Donc on se place dans R4, voilà, muni de son produit scalaire usuel, et on considère le sous-espace grand F, donc de R4, donc l'ensemble des vecteurs de coordonnées x, y, z, t, donc tels que x plus y plus z plus t égale 0 et x plus 2y plus 3z plus 4t égale 0. Et donc là, cette fois-ci, on demande la matrice toujours dans la base canonique, mais de la symétrie orthogonale par rapport à F. Donc à nouveau, symétrie orthogonale par rapport à F, ça signifie c'est une symétrie par rapport à F et parallèlement à l'orthogonale de F, que j'ai représenté, donc l'orthogonale de F ici en vert, et puis F aussi en vert. Une remarque tout de suite, à nouveau l'ensemble des vecteurs de R4, x, y, z, t, vérifiant l'équation ici, c'est donc un ensemble de vecteurs qui est le noyau d'une forme linéaire non nulle. De même, l'ensemble des vecteurs x, y, z, t, vérifiant cette équation, est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Ces deux formes linéaires ne sont pas proportionnelles, et dans ces cas-là, on avait démontré dans un exercice que donc alors déjà ces deux noyaux sont des hyperplans, et donc là on est sur une intersection de deux hyperplans de R4. Et donc l'intersection de ces deux hyperplans, tous les deux 2 dimensions 3, est un espace vectoriel de dimension 2. Donc grand F est un espace vectoriel de dimension 2. Voilà. Alors pour la projection ici, alors puisqu'on veut le symétrique on veut la matrice dans la base canonique, donc il faudra calculer le symétrique orthogonal de E1 par rapport à F, donc que j'ai noté S de E1. Puis le symétrique de E2, E3, E4, c'est exactement pareil. Alors soit on calcule directement le symétrique de E1, soit on passe, alors pardon, excusez-moi, soit on le calcule en passant par le projeté de E1 sur P, ici, soit on le calcule en passant par le projeté de E1 sur l'orthogonale de P. Alors, comme l'espace... excusez-moi, décidément, alors maintenant j'ai mis des P alors que c'est des F. Bon, moi voilà. Donc dans cet exercice, on projette sur F ou sur F orthogonale. Comme dans cet exercice, F est de dimension 2 et qu'on travaille dans un espace grand E de dimension 4, eh bien l'orthogonale de F, et non pas de P, l'orthogonale de F est un espace aussi de dimension 2. Donc, il n'y a pas plus intérêt à projeter sur l'orthogonale de P que de projeter sur P. Alors, donc, ce que j'ai fait ici, c'est que alors, voilà, dans cet exercice-là, par contre, donc on va passer par une base orthonormale de F, donc exactement dont on parlait juste avant, et là c'est fait. Et donc, pour cela, on va orthonormaliser avec Graham-Schmidt une base de F. Donc comme je disais, grand F c'est l'intersection de deux hyperplans distincts, donc grand F est de dimension 2. J'ai pris deux vecteurs V1, V2 de grand F, donc on peut vérifier qu'il vérifie bien les deux équations ici, la somme des coordonnées est nulle, et puis la première plus 2 fois la deuxième, plus 3 fois la troisième, plus 4 fois la quatrième est nulle. Donc c'est 1, moins 2, 1, 0, et puis donc ensuite 2, moins 3, 0, 1, donc vérifie les deux équations.
Donc on a deux vecteurs de f qui forment une famille libre, les deux vecteurs sont non collinaires, donc la famille V1, V2 est une base de grand F, puisque grand F est un espace de dimension 2. Donc là j'ai orthonormalisé la base directement avec Gram-Schmidt. Donc ça va donner le vecteur V1, on va d'abord le normaliser. Donc il y a deux façons pour orthonormaliser avec Gram-Schmidt. Soit on orthogonalise d'abord et à la fin on orthonormalise, soit on orthonormalise au fur et à mesure, et là j'ai choisi d'orthonormaliser au fur et à mesure. Donc je prends le vecteur V1 et je le divise par sa norme pour orthonormaliser V1, c'est-à-dire trouver un vecteur U1 de même direction que V1, mais un vecteur qui soit de norme 1. La norme de V1 c'est racine de 6, donc le vecteur U1 est égal à 1 sur racine de 6 V1, d'où le vecteur U1 ici. Le vecteur U'2, donc qu'est-ce que c'est que U'2? Eh bien le vecteur U'2, donc c'est le projeté, c'est le vecteur orthogonal à U1 obtenu à partir de V2. Donc c'est un vecteur qui est dans l'orthogonale de U1 obtenu à partir de V2. Et donc comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien on prend le vecteur V2 et on soustrait à V2 sa projection dans la direction de U1. Et comme le vecteur U1 est un vecteur normal, ici il n'y a pas à calculer, à diviser par des normes, c'est tout l'intérêt donc des bases orthonormées, c'est que on a exactement ici l'expression du projeté de V2 sur vecte de U1. Donc on a le projeté ici de V2 sur vecte de U1, ce projeté est soustrait à V2, et donc ce qui nous permet ici d'obtenir un vecteur orthogonal à U1, donc qui est dans l'orthogonale de U1. Donc ce vecteur qui est dans l'orthogonale de U1, bon, donc voilà, je passe les calculs, on l'obtient ici. Ce vecteur U2' est en l'orthogonale de U1, mais il n'est pas nécessairement de norme 1. Donc le vecteur U2, c'est le vecteur U2' normalisé. J'ai fait une petite erreur ici, c'est pas V2, c'est U2'. Voilà, sur norme de U2. Pardon. Donc là, c'est du U2' ici, sur norme de U2'. Donc là, à nouveau, c'est U2', excusez-moi. Ce qu'on retrouve, hein, d'ailleurs, j'ai bien repris U2' ici dans la grosse parenthèse ici, là. Donc c'est la même chose que ceci. Et donc on divise par la norme de ce fameux U2'. Il n'y a pas encore de V2 ici, pardon, c'est une erreur. C'est plus V2, hein, c'est U2' partout. Et donc le racine de 30 sur 9, c'est donc c'est racine de 10 sur 3, voilà, donc on divise par racine de 3 sur racine de 10. Et après une petite simplification, donc on va trouver donc 1 sur racine de 30 fois ce vecteur-ci. Alors, donc ensuite, une fois qu'on a cette base-là, donc la base U1, U2, c'est donc une base 2P, et c'est une base orthonormale 2P. Donc puisque c'est une base orthonormale 2P, oui, ça c'est juste le calcul qui est au-dessus, hein, que j'ai un petit peu détaillé, voilà. Alors attendez, pourquoi j'ai remis V2 ici? Je vais quand même vérifier que j'ai pas... vous occupez pas de ce calcul éventuellement. Alors attends, bon, je vais quand même vérifier que c'est le bon calcul. Donc 2 moins 3, 0, 1, c'est le vecteur V2. Bon, vous occupez pas de ça, vous occupez pas de ça, je sais plus ce que j'ai fait ça il y a un petit moment et j'avoue que j'ai plus ça en tête. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant, donc on va s'intéresser au projeté, donc je reprends la figure. On a le vecteur ici E1 en bleu, on veut le projeter de E1 sur le plan P, et donc le projeté de E1 sur le plan P, grâce à la base donc U1, U2 orthonormale qu'on a obtenue,
on a une expression simple de ce projeté qui est donc E1 scalaire U1 dirigé par U1 plus E1 scalaire U2 dirigé par U2. Voilà, tout l'intérêt des bases orthonormales, c'est qu'on a une expression très simple de ce projeté. Donc E1 est donné ici, scalaire U1, donc il est ici, dirigé par U1, plus ensuite E1 scalaire U2 ici, dirigé par U2. Voilà, donc on fait les calculs des produits scalaires. On obtient des choses pas forcément très très agréables, mais bon, à la fin, on a quand même un résultat un petit peu plus sympathique. Une fois qu'on a ce projeté de E1, donc ça correspond, je remonte au schéma, le projeté de E1, c'est le vecteur ici en violet. On a le vecteur E1, ce qu'on veut avoir nous, c'est la matrice de la symétrie, donc on veut l'image pardon, l'image de E1 par cette symétrie, donc le vecteur représenté ici en bleu. Et donc ce vecteur est donc égal à quoi? Alors là, je l'ai écrit ici, hein, ça c'est du cours. Oui, message de Quentin, d'accord, très bien. Donc le symétrique de E1, c'est donc 2 fois le projeté, donc 2 fois le vecteur, je vais représenter un petit peu ici, hein, moins le vecteur E1. Ça, c'était ce qu'on avait vu en cours, c'est la relation entre symétrie et projection. Si on a la symétrie, on a la projection, si on a la projection, on a la symétrie. Orthogonale ici. Donc, la symétrie, donc 2 fois celui qu'on a obtenu juste au-dessus ici, moins le vecteur E1, tout simplement 1, 0, 0, 0. Oui, Quentin, tu peux poser tes questions, il n'y a pas de souci. Donc on obtient le vecteur qui est ici. Voilà pour le symétrique de E1, symétrique orthogonal par rapport au plan F. Donc après, pour le vecteur E2, je redétaille un tout petit peu, et puis après, on passera sur les calculs pour E3 et E4. Donc pour le projeté de E2 sur le plan F, c'est donc E2 scalaire U1 dirigé par U1, plus E2 scalaire U2 dirigé par U2. Ça, c'est toujours l'expression du projeté dans une base orthonormale. Voilà, donc là on reprend le vecteur E2, enfin on prend le vecteur E2, on fait les calculs avec U1 et U2, et une fois qu'on a ce projeté de E2 sur le plan F, on calcule le symétrique de E2, qui est donc égal à 2 fois le projeté de E2 moins le vecteur E2. Et on obtient donc le résultat qui est ici. Alors, on fait pareil avec E3, on fait pareil avec E4, et donc là, alors on va regarder juste pour E4, hein, pour se rassurer. Donc on obtient le résultat qui est ici pour E4, et donc la matrice de la symétrie orthogonale par rapport à F, donc on factorise par 1/30, et donc sur la 4e colonne, on a bien les coefficients, hein, que j'ai repris ici. Donc la 4e colonne, c'est donc l'image du vecteur E4 par cette symétrie, et donc les coordonnées de la 4e colonne correspondent donc bien aux coordonnées qui sont ici. Donc on obtient pour la symétrie orthogonale la matrice qui est ici. Vous remarquez, et ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vérifier tout seul, deux choses. Premièrement, si c'est une matrice de symétrie, comme une symétrie vérifie S rond S égale identité, vous avez évidemment la possibilité avec votre calculatrice de calculer la matrice au carré. Pardon, et donc la matrice au carré doit donner l'identité. Donc déjà, ça c'est une première vérification possible. En tout cas, ça permet de se rassurer. Et deuxième vérification, chose à savoir, qui sera un petit peu développée en SP, c'est que c'est une matrice symétrique. Et donc c'est pas totalement par hasard, hein. La matrice d'une symétrie orthogonale est une matrice symétrique. Et donc on a bien une matrice symétrique ici. Voilà. Bon, j'ai un petit peu simplifié après l'expression. Donc voilà, c'est ce que je disais. Remarque, hein, on peut vérifier que M2 égale I4. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice 10 ou pas? Non, ça va? Ah si, j'ai cru, je vois une main, et pardon, j'ai pas bien vu. Oui, Evan, vas-y, je t'écoute. En fait, moi, c'est pour l'exercice juste devant, parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris. L'exercice 9. Oui. Parce qu'en fait, quand je vois la définition du projecteur orthogonal, c'est projecteur orthogonal sur un espace par rapport
parallèlement à un autre. Oui. Mais en fait, j'essaie de relier avec ce qu'on a fait à la question 1, donc, pour moi, quand vous projetez sur. Pour moi, je vois l'inverse. Je vois les choses inversement. J'arrive pas à comprendre. D'accord, donc je reprends l'énoncé. Tu veux le cas général ou le cas particulier? Bah, les deux alors. Ok. Alors pour le cas particulier, c'est bien marqué la projection sur le plan d'équation x plus 2y moins 2z. Donc la projection du vecteur E1 représenté ici sur le plan, c'est bien le vecteur en orange qui nous intéresse. Oui. Et moi, ce que je fais, c'est que c'est une astuce hein, de calcul, c'est que plutôt que de calculer directement ce vecteur en orange comme l'a demandé Théophile, et donc là je ferai je referai ce calcul-là, plutôt que de le calculer directement, je passe par un calcul intermédiaire qui est le calcul du projeté de E1 sur l'orthogonale de ce plan, donc le vecteur représenté ici en rouge, et ensuite par soustraction, la soustraction étant ici, on obtient le projeté du vecteur E1 sur le plan. Et donc la question, c'est bien déterminer la matrice de la projection orthogonale sur le plan. Et projection sur le plan, c'est bien un vecteur E1 qui est dans le plan. D'ailleurs, on pourrait vérifier. Hein, les coordonnées, par exemple, de E1, on les a dans la matrice ici, là, en factorisant par un sixième. Donc, à un coefficient près, c'est 5, moins 1, 2. Et donc, si on reprend 5, moins 1, 2, et qu'on les remplace dans l'équation ici, on a donc 5 moins 1, ça fait 4. Moins 2 fois 2, ça fait bien 0. Donc on a bien obtenu un vecteur du plan. Donc le vecteur qui est ici, hein, donné par ses coordonnées dans la base canonique, est bien un vecteur du plan. D'accord. Voilà, et puis bah, c'est exactement pareil dans le cas général, hein, puisque dans le cas général, donc on a un vecteur normal donné en rouge ici. Donc d'abord, j'ai cherché le projeté sur l'orthogonale de P, le vecteur en rouge, puis par soustraction, la soustraction étant ici, déterminer le projeté de P sur E1. Et donc le vecteur en orange ici. Et donc ce vecteur a un coefficient de 1 sur A2 plus B2 plus C2 près est égal à B2 plus C2 moins AB moins AC. Et je ne vais pas faire le calcul, mais si tu multiplies B2 plus C2 par A, tu rajoutes moins AB multiplié par B et tu rajoutes moins AC multiplié par C. Tu fais le calcul, voilà, dans l'équation du plan ici, tu vas trouver 0, ce qui fait que les coordonnées ici, là sur la première colonne, sont bien les coordonnées d'un vecteur du plan d'équation AX plus BY plus CZ. Donc le vecteur de coordonnées dont le vecteur de coordonnées ABC est bien un vecteur normal, hein, puisque se donner l'équation du plan ici ou se donner un vecteur normal n à ce plan, c'est la même chose. D'accord, merci. Je t'en prie. Oui, Ilona? C'était pour savoir si en devoir vous attendez de nous qu'on fasse les dessins ou pas. Si j'attends de vous que vous fassiez... Les dessins. Ah bah non 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 mais par contre moi je vous conseille très très fortement de les faire quoi. D'accord. Voilà. Mais c'est pas grave si c'est pas beau. Non 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 mais c'est un petit peu comme si j'entraînais une équipe de cyclistes et moi je vous conseille fortement de gonfler vos pneus avant de partir sur une course quoi. C'est un peu pareil. D'accord. Voilà. D'accord. D'autres questions ou pas? Non? Donc on a vu le 10. Est-ce qu'on corrige le 11? Est-ce que vous avez cherché le 11 ou pas? Moi, j'avais cherché un peu personnellement, mais avec les nouvelles choses qu'on vient de faire, enfin, ça me dérangerait pas d'essayer de rechercher un peu plus, quoi.
D'accord. Sinon, ce que je pensais faire de toute façon, c'est vous donner un exercice, un ou deux, je sais pas trop. Déjà un peu du style du 10 par exemple, à faire pour lundi et on corrigera lundi ensemble en live. Non, c'est en présentiel qu'on dit. Voilà pour refixer certaines choses éventuellement, quoi. Donc c'est comme vous voulez. Est-ce que avec cette donnée-là, on attend, Oui, c'est bien. ouais, on attend pour le 11 ou pas, ou lundi ou pas? C'est comme vous voulez. Ouais, ça peut être bien. On attend pour le 11 alors? Oui. Ouais, dites-moi où. Oui. Ouais, Oui, oui. on attend. Ok, d'accord, ça marche. Bon, bah on attend pour le 11, très bien. Bon, en plus, de toute façon, je crois que comme j'ai déposé la correction, vous pouvez toujours regarder s'il y a un souci. Mais bon, pour le 11, c'est que des travaux sur les produits scalaires à effectuer. Voilà, c'est juste bien comprendre les notions d'orthogonale et voilà. Ok, bah donc je rédige la question qu'a posée Théophile, donc je vais proposer deux autres. Enfin, je vais pas le faire en entier, mais au moins puisque après, si on traite le vecteur E1, le vecteur E2 et le vecteur E3, c'est exactement la même chose. Mais au moins traiter un cas particulier. Et puis je vous proposerai ensuite des exercices. Je mets tout ça sur Slack. On se retrouve. Alors, j'ai changé les horaires, excusez-moi, c'est pas plusieurs fois là pour l'informatique. C'est parce que il y a eu. Enfin voilà, j'ai des horaires de train qui ont changé, j'ai des choses qu'on. Je dois être au CIN cet après-midi et les horaires ont changé aussi, donc c'est pour ça que c'est un petit peu bougé. Enfin bref, c'est en fin de matinée. Je crois que j'ai mis 11 h ou 11 h moins 10. Et puis aussi, je voulais proposer des créneaux. Il y a juste Thomas qui a demandé à 10h40, pas de souci. Donc 10h50, voilà, 10h50, et puis comme ça, donc dans une grosse heure et demie, quoi. On se retrouve pour l'informatique pour parler un petit peu d'informatique. Voilà, j'enregistrerai aussi, je déposerai sur Zoom. D'autres questions ou pas, sinon? Le lien sera mis où, là, monsieur? Le lien pour. Pour l'informatique? J'ai mis dans le canal. Ah oui, pardon. Ah oui, le lien pour le Zoom. C'est toujours le même. En fait, là, j'ai compris que je pouvais mettre tout le temps toujours le même lien. Donc en fait, en Oui, maths, c'était en maths, celui de ce matin, par exemple. ouais, ouais, tout à fait. En maths, c'est bon. Ce sera toujours le même lien. En fait, je conserve le même. C'est plus simple pour vous. Ouais. Voilà.